Voilà donc pour ce document honnêtement assez accablant. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, signé Clarisse Feltin qui est avec nous. Avec elle et nos invités, nous allons nous poser une question toute simple. Est-ce qu'on peut encore et comment sauver nos usines? À quoi bon se battre et passer des mois au tribunal comme on vient de le voir si finalement on a le sentiment que tout est écrit d'avance? Et puis que faire? Est-ce qu'il faut favoriser la reprise par ses salariés? Est-ce qu'il faut demander à l'État d'intervenir? Ou au contraire, laisser faire le marché, comme disent les libéraux? On va en débattre avec la députée MRC Marie-France Bechtel, élue dans l'Aisne, proche de Jean-Pierre Chevènement, co-auteur de ce qu'on a appelé la loi Florange. Perrettray, ancienne présidente du tribunal de commerce de Paris. On a vu dans le documentaire les lieux. Vous avez été patronne de PME, patronne de PMI et même banquière pendant 20 ans. Le journaliste économique Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à BFM Business. Et puis la juriste, docteur en droit, experte en relations sociales, Stéphanie Lecoq de l'Institut supérieur du travail. Clarisse Feltin d'abord. Votre enquête, elle date de 2010. Il s'est passé quoi depuis? En vérité, quand le document se termine, on se dit, d'accord, et maintenant on en est où? En fait, il s'est passé beaucoup de choses, hein, puisque au départ, donc, le plan de continuation avec ses propriétaires, Matteo Zucchi et Astrans Capital, le fonds d'investissement, avait promis d'investir dans l'entreprise près de 800 000 euros et puis d'apporter du travail, un plan de charge, 600 tonnes d'éponges à fabriquer. Or, en fait, ils ont trouvé l'équivalent de 277 tonnes à fabriquer l'année suivante, donc il n'y avait pas assez de travail pour les ouvriers. Ils les ont mis au chômage technique. L'année suivante, L'année qui a suivi ce... Ouais. D'accord. Parallèlement à la mise au chômage technique, ils ont investi non pas dans l'entreprise, mais dans l'achat d'une chaîne de magasins et puis l'achat d'une énorme usine en Belgique. Ce qui fait qu'en fait, en 2012, les salariés ne travaillaient toujours pas. En fait, ils étaient payés à rien faire. En août 2012, Matteo Zucchi, l'Italien, s'est désengagé de Descamps, alors que dans le plan de continuation, il devait attendre 3 ans pour se désengager. En septembre, ils ont carrément arrêté en urgence toutes les machines parce qu'il y avait des problèmes électriques, mais comme ils n'avaient jamais investi pour moderniser, alors qu'ils s'y étaient engagés dans le plan de continuation, évidemment, tout était obsolète. C'est terrible parce que ce que vous êtes en train de raconter, c'est ce qu'on imaginait du fil tendu par votre documentaire. On se dit c'est une lente dégradation, ça s'effiloche petit à petit et ça a continué ensuite. Ça veut dire quoi? Qu'elle a fermé aujourd'hui l'usine? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, tous les ouvriers ont été licenciés. Qui n'existe plus dans l'usine qu'un atelier de confection. Donc ils font de la couture, mais il n'y a plus d'ouvriers chez Descamps. Fini l'éponge, parce que Descamps, l'éponge, je veux dire, c'était un des grands fabricants d'éponges au monde. Hein. Enfin, c'était l'inventeur de la serviette éponge. C'est le premier Descamps qui a introduit de la couleur, de la teinture dans les éponges. Et là, les métiers à tisser sont partis au Portugal. D'ailleurs, maintenant, quand vous allez dans un magasin Descamps, vous regardez, c'est écrit Made in Portugal. Donc voilà, il n'y a plus de fabrication française, c'est terminé. On imagine que les 17 derniers postes peuvent survivre? Être maintenus? Confection de draps, donc c'est de la couture. En tout cas, pour l'instant, l'usine devient une friche industrielle. Il y a des gros problèmes de pollution. Enfin, Vous avez des nouvelles des ouvrières et des ouvriers que vous aviez rencontrés? Oui, ben, évidemment, ils n'ont pas retrouvé du travail. Aucun? Il y en a 2 en CDI sur la cinquantaine de licenciés. Donc, vous êtes vraiment, pour aller à Rigny, il faut vouloir y aller. Ce n'est pas du tout un carrefour industriel ou économique. Et c'est vrai que c'est des gens qui ont plus de 50 ans. Ils sont quasiment nés dans l'usine. Ils ont tout donné à l'usine. Ce n'est pas des gens qui sont capables de se dire on change de vie, on déménage, on essaye de faire autre chose ailleurs. C'est pas... Et la ville? Et Rigny? Ben, Rigny, justement, est en train de péricliter. Enfin, ça devient vraiment un village qui, comme on le voyait dans le film, il manifestait, il faisait village mort pour éviter le pire. Bon, bah, le village est complètement en train de péricliter. Donc vous dites que le pire est arrivé ou est en train d'arriver? Oui, enfin maintenant c'est trop tard, puisque de toute façon, ils ont vendu les machines-outils pour fabriquer l'éponge. Vous avez la dent dure avec les repreneurs de l'usine dans le documentaire et vous ont pas fait d'ennui? Bon, ils n'ont pas protesté? Si, ils voulaient en fait interdire le film. Enfin, ils ont essayé de faire des pressions comme ils ont fait au tribunal de commerce. Enfin, voilà, mais... Vous les avez appelés avant de venir sur ce plateau? Oui, bien sûr, je les ai appelés. Je leur ai demandé s'ils voulaient communiquer de manière positive. Et moi, j'étais prête. D'ailleurs, ce que je tiens à dire, c'est que quand j'ai démarré ce film, j'avais exactement la même démarche que vous. Je me suis dit comment on peut sauver une industrie française. Et il s'est trouvé que par hasard, Descamps était là et que le courant est bien passé avec Matteo Zucchi et qui m'a donné l'autorisation de suivre toute la procédure.
Donc moi, j'étais vraiment optimiste. Je me disais, chouette, on va pouvoir montrer comment on sauve une boîte. Et après, Maison de la Literie est arrivée, donc la possibilité d'une reprise par quelqu'un d'extérieur, etc. Et il y a eu tous ces événements que j'ai suivis, évidemment. Maison de la Literie, de son côté, donc le repreneur qui n'a pas été choisi, hein, vous l'avez vu dans le documentaire tout à l'heure, ça marche pour eux? Ça marche très bien, c'est vraiment... Donc ils avaient besoin de cet atelier, effectivement. Bien sûr, d'ailleurs, ils ont du coup, puisqu'ils prévoyaient d'entreposer des lits dans l'usine pour rentabiliser l'usine, ils avaient tout un projet justement de plan de charge, de fabrication d'éponges et de draps pour alimenter tous leurs magasins. Ils ont un énorme réseau de magasins. Du coup, maintenant, ils achètent en France des draps qu'ils vendent dans leurs magasins, mais qui ne sont pas des draps des camps. Vous êtes aussi assez critique, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le fonctionnement des tribunaux de commerce. Enfin, quand je dis que vous êtes critique, vous montrez des choses qui n'en donnent pas une très bonne image. Il faut changer des choses. Quelles leçons vous en tirez? Je dis ça sous le regard, juste à côté de vous, de Perrette Ray, qui attend avec impatience votre réponse. Je suis sûr. Après, comme on dit, la justice est humaine. Alors, bon, déjà, il faudrait que peut-être qu'il y ait... Je veux dire, quand on prend une décision, on se dit, si dès le départ de la procédure, on décide de ne pas dépayser le dossier parce qu'on se dit qu'on ne se fera pas impressionner par personne, on va jusqu'au bout. Il me semble qu'il faut suivre sa ligne. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Et je pense que en tout cas à Paris, c'est vrai que j'ai été surprise et je pensais que ça fonctionnait bien. Et après, je pense que le système est réformable parce que les juges sont des bénévoles, donc c'est des personnes. Moi, je trouve admirable parce que finalement, elles décident de s'investir et ça prend du temps. Ça prend 1 à 2 journées par semaine de rédiger des dossiers, de rédiger des décisions, d'aller au tribunal, etc. C'est des gens qui font ça, ils sont à la retraite. Je veux dire, ils pourraient s'occuper de leurs petits-enfants ou faire de l'humanitaire. Ils décident de le faire. Alors, est-ce qu'ils sont compétents? La finance, le monde de la finance, les systèmes financiers sont complexifiés énormément. Ce n'est pas des gens qui sont forcément experts dans leur domaine. Donc, ils se reposent beaucoup sur les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires. Et après, il faudrait peut-être que les décisions des administrateurs et des mandataires soient peut-être plus transparentes et qu'il y ait un contrôle. Parce que finalement, on voit bien d'ailleurs qu'il n'y a pas de... Les salariés étaient dans un désarroi terrible, ils ne savaient pas vers qui se retourner. Merci à vous, merci pour ce documentaire. On va en débattre maintenant. Je voudrais qu'on commence ce débat en revisionnant un moment assez glacial de Sauve qui peut. C'est ce moment où, après 8 mois de bagarre, les syndicats viennent récupérer le jugement. On aurait dû arriver 5 minutes avant. Mais non, ça... Si vous voulez le jugement, c'est 3,60 €. Oui. Donc 3. La facture à quel nom? CE Descamps. CE Descamps. Espèce chez carte 2. Espèce. J'ai pas de monnaie du tout. C'est combien? C'est J'ai pas entendu. 9 €. 9,33 €. Alors, on l'a où la réponse? À la fin? Allez là, on se passe. Allô? Ouais, Janine. Ouais, c'est bon, je viens d'avoir le papier. Donc c'est Astrans. Ouais. Astrans, ouais, c'est-à-dire le repreneur dont il ne voulait pas. Perrette Ray, tout ça pour ça. C'est un peu ce qu'on se dit à la fin de la diffusion de ce documentaire. C'est vrai, mais il faut bien réaliser qu'il y a eu plusieurs séquences dans cette affaire. La séquence devant le tribunal de commerce de Paris, puis la séquence à Bobigny. Séquence devant le tribunal de commerce de Paris. Une interrogation, pourquoi est-ce que dans cette affaire, alors que toutes les parties en présence avaient été reçues par le tribunal, n'a-t-on pas été jusqu'au bout? Apparemment, parce que le président du tribunal de l'époque a souhaité délocaliser. 2 personnes le peuvent, le président du tribunal et le parquet. Apparemment, ils étaient d'accord
pour qu'il en soit ainsi. Et le président du tribunal explique que même s'il n'y avait pas de raison apparente pour le faire, il faut faire très attention à la perception que l'on pouvait en avoir. Et même s'il était dans son droit... Ça veut dire qu'on a pris cette décision pour pas affoler les médias, pour pas avoir de mauvais papiers dans la presse? Il me semble que oui. Voilà. Et il me semble que si cette décision devait être prise, elle aurait dû être prise dès le départ. Ce que l'avis que donnent les salariés, après tout, on leur demande leur avis. Et il semble important, leur avis, de la manière dont c'est présenté. L'avis des n'est pas salariés suivi. est Il fondamental. pèse pour combien? Ben, vous dites ça, mais en même temps, c'est le contraire qu'on voit. Il est prévu par la loi. Il est prévu que les représentants des salariés puissent être entendus par le tribunal et dire ce qu'ils ont à dire. Il n'a pas été d'ailleurs rapporté qu'il ne l'ait pas été correctement devant le tribunal de commerce de Paris. J'entends, mais d'une manière générale, dans les affaires que vous avez eues devant vous, vous avez tenu compte dans, allez quoi, un cas sur 5, un cas sur 10 de l'avis des salariés ou beaucoup plus fréquemment que ça? Les problèmes ne se posent pas de cette façon-là. Il faut que toutes les parties prenantes, aussi bien le chef d'entreprise, que ses salariés, que les repreneurs, puissent faire entendre leur voix. Et il importe que le tribunal réponde à ce que demande la loi, c'est-à-dire trouver la solution qui à la fois permette la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Mais ça arrive voilà la mission. Je peux me permettre de vous rappeler que ça arrive dans 3 à 4% des cas, grand maximum. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. C'est dans rien. 95% des cas, c'est la liquidation judiciaire. Ouais. Mais est-ce le fait du tribunal que dans 95% des cas, les entreprises qui arrivent devant le tribunal sont en état de coma dépassé? Ça veut dire que ça arrive trop tard. On arrive trop tard devant le tribunal de commerce? Oui. Et s'il y a une idée qu'il faut retenir de cet échange, c'est qu'il ne faudrait pas attendre qu'il soit si tard, qu'il existe dans l'arsenal législatif des techniques de prévention des difficultés des entreprises, le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde, qui permet de se placer sous la protection du tribunal. C'est le patron qui peut décider de faire ça, c'est le chef d'entreprise. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que dans ce... On ne va pas rester sur des camps... Excusez-moi, c'est quand même très important de voir que si on attend que l'entreprise soit en état de cessation des paiements, dans 95% des cas c'est trop tard, alors que si l'on s'y prend à l'avance, dans 2 cas sur 3, l'entreprise peut être sauvée. Et je crois que ces chiffres-là, il faut les avoir constamment présents à l'esprit et constamment réinsister vis-à-vis des entreprises pour qu'elles se présentent avant que la solution de liquidation soit la seule possible. Et en même temps, c'est un aveu d'échec, non? Oui, tout à fait. Quand on est le chef d'entreprise et qu'on se présente comme ça. C'est un peu la difficulté, c'est-à-dire que souvent, ce qu'on voit, c'est que dans ces moments difficiles, il y a un moment où le chef d'entreprise y perd pied, en fait. Et où il est plus capable d'analyser sereinement la situation. Il est plus capable d'être lucide, de prendre les bonnes décisions. Et il a tendance, effectivement, à croire de façon démesurée qu'il va toujours pouvoir s'en sortir et qu'il va toujours y avoir quelque chose. C'est pas évident d'avoir le courage, effectivement, d'y aller très tôt. Et effectivement, dans beaucoup d'entreprises qui sont souvent des PME, où le patron est souvent isolé, c'est souvent une entreprise familiale, il n'a pas forcément tous les conseils autour de lui. C'est vrai qu'on a beaucoup de cas, malheureusement, comme ça, et qu'il y a un vrai travail de prévention à faire pour dire, au contraire, si vous voulez assurer la survie de votre entreprise, c'est plutôt comme ça qu'il faut y aller, mais c'est vrai que c'est dur de s'avouer un échec à soi-même. Pourquoi vous disiez pas toujours, Marie-Françoise Bechtel? Cela n'est qu'un cas de figure. Ce cas de figure existe. C'est vrai qu'on a le sentiment que le patron dépassé, vous voulez dire, qui ne sait plus comment s'en sortir. Qui se noie. Ça c'est vrai. Je l'ai vu dans ma circonscription. Quelquefois, il attend aussi trop longtemps pour d'autres raisons. Moi, j'ai vu fermer un groupe de fonderies dans ma circonscription. Bon, le chef d'entreprise, qui était également devenu le propriétaire majoritaire, avait recueilli toutes les aides qu'il pouvait recueillir. Il n'a fait aucun investissement. Il a attendu que les choses
ses frites, et puis il est parti. On n'a littéralement pas pu remettre la main sur lui. Donc, sur lui et sur non les pas aides judiciairement, mais il est parti, il a fermé le plus légalement du monde, et l'entreprise a été complètement. Ouais. Et les salariés, qui étaient peu formés, se sont retrouvés dans une situation très difficile. Donc tous les cas de figure. Vous venez de dire quelque chose de très important. L'essentiel, peu la formation des salariés. Exactement. Qu'est-ce qui existe, c'est le schéma de régulation sociale. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a effectivement une direction des cadres, des managers, des salariés et des instances représentatives du personnel. Et on le voit tout au long de ce reportage, le rôle qu'ils ont à jouer et l'importance, effectivement, au moment d'une cessation ou d'un choix à faire, de les écouter. D'écouter les représentants des salariés. Chose qui est faite à Paris, effectivement, et qui ne sera pas faite à Bobigny. Mais si vous me permettez de le dire, ce qui est très important, en effet, ceci ressort de ce que nous avons dit, c'est une bonne information en amont des salariés, une bonne intervention. Pardonnez-moi, si le patron ne veut pas, voilà, si le patron ne veut pas emmener le dossier au tribunal de commerce, ça ne change rien, la bonne information. Une bonne information sur l'état réel de l'entreprise et les difficultés qui viennent. Or, il arrive dans un certain nombre de cas. J'ai d'autres cas différents, d'ailleurs. Il faut être tout à fait équitable. Dans le cas que je vous cite, il y avait une mésinformation, une impossibilité pour les salariés de recevoir une information. Je connais d'autres cas où la direction de l'entreprise n'est pas très habituée au dialogue social, ne désirait pas trop, et il m'est arrivé même de faire le médiateur et d'être remercié d'ailleurs par les deux parties, aussi bien les salariés que le patron de l'entreprise, ce qui est un sujet de fierté. Mais ce n'est qu'un cas tout à fait particulier. Il faut entrer dans le dialogue social, il faut entrer le plus en amont possible. Dans votre circonscription, des camps ou des petits Floranges, des mini Floranges, il y en a? Beaucoup. Soissons, puisque je représente principalement le bassin de Soissonnais, a perdu 40% d'emplois industriels en 10 ans. De 2001 à 2011, 40% d'emplois industriels. Beaucoup de fonderies, les chaudières Chappée qui, elles, sont performantes mais sont allées se restructurer ailleurs, du cartonnage, etc. etc. Donc, j'ai été frappée par cette micro-histoire qui est décrite avec tant de précision, qui est à la fois particulière et emblématique au sein d'une macro-histoire qui est quand même dans ce pays. Nous avons perdu 2 millions d'emplois en 30 ans, dont 1 million depuis 10 ans. C'est-à-dire que l'accélération est considérable. Un millier d'usines fermées entre 2009 et 2013, 120 000 emplois perdus. Oui, parce que on a effectivement, il faut bien le dire. Alors d'abord, il y a des secteurs qui, du fait de l'évolution des conditions de la concurrence, du fait de la mondialisation, aujourd'hui, il y a des produits qu'on ne peut plus, il faut être réaliste, fabriquer en France. Il y a des produits qu'on ne peut plus parce qu'il y a trop de coûts du travail dedans et que effectivement ça coûte moins cher de les fabriquer ailleurs. Mais c'est pas ça qui est scandaleux, c'est la vie des affaires. Je rappelle qu'il y a 60 000 faillites par an, il y a 3 millions d'entreprises en France. Donc c'est la vie des affaires. Là où c'est terrible, c'est que ces gens qui se retrouvent sur le carreau n'ont aucune chance de retrouver du travail. On va en parler. Et ça, c'est ça qui est terrible, parce qu'on s'aperçoit qu'ils n'ont pas eu les bonnes formations, et surtout ce qu'on découvre aujourd'hui, et qui allait totalement à l'encontre de tout ce que les patrons faisaient, c'est que ce qui donne une chance aux salariés de se recaser, c'est de leur faire des formations générale, de culture générale. Et c'est pour ça que les propos de notre ministre de l'économie, Emmanuel Macron, sur les illettrés de chez GAD ont choqué. Évidemment, les propos étaient maladroits, mais renvoient à un vrai problème. C'est que en France, on a tendance à faire de la formation pour renforcer la qualification des gens dans le petit domaine spécifique dans lequel ils travaillaient. C'est là où ils sont rentables. Absolument. Pardon de le dire avec cette brutalité, mais c'est bien comme ça qu'on raisonne. Absolument. C'est là où ils sont rentables. Et puis 2, pourquoi j'irais payer des cours de culture générale à mes salariés? Parce que dans beaucoup d'autres pays du monde, on s'aperçoit que c'est comme ça que les salariés sont le plus efficaces. Je vous raconte juste une petite anecdote. De la mobilité, est-ce que vous savez comment Ronald Reagan est venu à faire de la politique et comment il est devenu président des États-Unis? Il était acteur. Il était acteur. Oui. Et quand il était à Hollywood, la société General Electric lui a demandé de faire des lectures d'économie pour les salariés de General Electric. Ils ont employé un comédien pour faire des lectures d'économie chez General Electric. C'est comme ça qu'il s'est passionné pour l'économie, qu'il est devenu libéral. C'est une autre histoire, mais bref, tout ça pour dire que chez General Electric, Reagan, je ne sais pas s'il y en a beaucoup à tout ça pour dire que chez General Electric, dès les années 60-70, on faisait des efforts de formation continue sur le plan général, ce qu'on ne fait pas assez en France. Vous avez raison, mais ce n'est, pardonnez-moi, encore qu'un cas de figure parmi d'autres. Il y a aussi des cas où ce n'est pas une question de formation, mais vraiment une question de reclassement salarié. Ce cas existe, vous avez raison, mais il en existe aussi d'autres. Vous êtes déjà, si j'ose dire, parti à l'après-fermeture d'une usine. Je voudrais qu'on reste sur le temps du sauvetage avec Perretrait. Le temps judiciaire et le temps économique, ça colle pas quand même.
Le pourtant, temps du tribunal de commerce et le temps économique. Et le temps social non plus. Et le temps social. Je crois qu'il faudrait bien recentrer le débat sur la réalité. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a 60 000 faillites annuelles en France. Il y en a 62 à 63 000 à l'heure actuelle. 95% d'entre elles sont des très petites entreprises, des micro-entreprises, et il n'y en a que 1% qui ont plus de 50 salariés parmi les entreprises défaillantes. Donc ça signifie que très clairement, malheureusement, la procédure de liquidation judiciaire qui met un terme à la vie des entreprises qui sont moribondes et qui n'ont aucune chance de se redresser se passe relativement rapidement parce qu'il n'y a plus rien à sauver et plus rien à faire. Et les salariés, c'est très souvent le chef d'entreprise, peut-être 1 ou 2 salariés et rien d'autre. Or, ce que nous avons devant nous aujourd'hui à travers ce documentaire, c'est une histoire qui ne concerne que 4% des redressements judiciaires, 4% des sauvetages possibles d'entreprises, avec une période d'observation où l'on voit ce qui peut se passer, où on examine si un plan de continuation ou des plans de cession donc, sont possibles. Je comprends tout ce que vous me dites, mais pardonnez-moi d'être comme ça après la diffusion du documentaire, mais pendant ce temps, les contrats filent. La réputation de l'usine bascule, la réputation de la marque s'étiole. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier la chose suivante. Quand l'entreprise est déjà en redressement judiciaire, comme dans le cas de Descamps, ça veut dire qu'elle est en état de cessation des paiements. Et être en état de cessation des paiements, très clairement, ça veut dire que plus personne ne veut lui faire confiance. Ni ses banquiers, ni ses fournisseurs. Il n'y a que les pauvres salariés dont je signale et je salue la dignité et la lucidité dans ce film qui se raccrochent à cet espoir. Et si enfin c'était vrai. Oui, enfin, mais pour le reste, non. Et par rapport à cela, que prévoit la loi? Elle prévoit qu'il faut faire un diagnostic de la situation pour savoir si la situation désespérée de l'entreprise a quelque chance de s'améliorer. Il faut le temps, ça ne se fait pas au doigt mouillé. Mais et à plus partir ça de dure, là, plus c'est dur. Et plus cela va, plus c'est dur. Et plus on attend, plus l'entreprise s'enfonce. Et c'est en ceci que cela explique aussi pourquoi si peu d'entreprises qui sont déjà en état de cessation de paiement peuvent être au bout du compte sauvées. Et c'est pourquoi je ne cesserai de rappeler que la seule façon de sauver les entreprises sauvables, ce sont les modalités de prévention des difficultés des entreprises. Attendez, ce qui frappe, je voudrais vous remontrer un extrait, puis je vous donne la parole, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. D'un extrait du documentaire à nouveau. Moi, ce qui m'a frappé, ce qui nous a frappé à Public Sénat en le visionnant, c'est la colère, mais c'est surtout le fatalisme des salariés, en particulier des ouvrières. Chez Descamps en 2010, quand les syndicats parlent aux ouvriers et aux ouvrières des différents candidats aux entreprises, ça donne ça quand même. En 2 mots, vous avez pensé quoi justement du plan de continuation d'Astrance? C'est des beaux parleurs. La continuité de ce qu'on vit tous les jours. Il faut dire aussi peut-être qu'on a le choix entre la peste et le choléra, alors on est indécis. On a le choix entre la peste et le choléra, mais passé un moment, il va falloir qu'on fasse confiance soit à la peste, soit au choléra. Pour l'instant, face aux éléments qu'on a à notre possession, l'avis du CCE va se prononcer pour Maison de la Laiterie. Face à ça, on vous avait déjà parlé, on met en route une pétition pour soutenir l'avis du CCE. C'est la seule offre qui, du fait de ce chiffre d'affaires supplémentaire, conserve tous les sites et les boutiques de Descamps et garde tous les salariés. Cette offre prévoit une activité dégageant des résultats positifs dès 2011 et permettra de rompre avec la spirale récessive que vivait Descamps depuis plusieurs années. Nous demandons aux salariés qui adhèrent à ce projet de signer cette pétition qui sera remise au tribunal de commerce de Paris le 7 décembre 2010. Et ce silence, quand même, qui est impressionnant, impressionnant. Stéphanie Lecoq, elles et ils sont au bout du rouleau, abîmés par quoi 10 années de plans sociaux successifs, finalement. Ça arrive souvent, ça?
Ah, ça, c'est assez régulier. Et dans l'industrie textile, on en a connu des centaines et des centaines. Pour venir de la région du Nord, l'île Roubaix, Tourcoing, les villes aux 1000 cheminées, on n'en voit plus énormément. Elles ont toutes été détruites. L'industrie textile, c'était effectivement le fleuron, non seulement des camps. Mais c'était quoi? C'était d'abord finalement du paternalisme, avec des entreprises qui n'ont fait que sur des bons modèles grossir parce que le nombre de commandes ne cessait d'augmenter. Donc construction d'énormes usines, puis devenue construction et d'énormes usines répondant à une commande de nombreux salariés, à derrière des investissements de plus en plus lourds au niveau des machines. Et puis, à un moment, il a fallu, on a connu la crise parce qu'effectivement, on a connu les délocalisations en Asie et ailleurs. Pourquoi? Parce que le coût de la main-d'œuvre est trop cher, parce que la restauration des machines, de toute façon, a un coût énorme. Quand est la bascule? Vous la datez? 1970. Ça commence vraiment où c'est vraiment... 40 ans. Oui, ça fait déjà 40 ans. Déjà 40 ans. C'était le premier secteur. Nous n'avons pas pu poursuivre par la volonté de la Commission européenne à l'époque. C'est dans les années 80. Il y a parfois une stratégie de l'actionnaire ou du chef d'entreprise ou du patron du groupe de pourrissement. Il y a 3 possibilités de sortie de crise, clairement. On a la crise du textile qui nous tombe dessus, 3 possibilités de sortie de crise. On a le groupe Mullier, que l'on connaît maintenant, qui était finalement issu de l'industrie textile à l'époque. En 1970... Le groupe Mullier, ça a donné Auchan d'un côté et Saint-Maclou de l'autre. En 1970, il abandonne complètement l'industrie textile. Il revend, il fait des plans, pour le coup, des grands licenciements. Et il décide de partir dans la vente par correspondance. Et Auchan, que l'on connaît maintenant, qui fait, en 2010, 150 000 salariés dans le monde. Donc, vous diriez ça, c'est réussi? C'est réussi, je ne sais pas, avec une casse sociale évidemment dans importante. Le textile, d'une grande réussite. Vous êtes capable de me dire d'ailleurs de ces salariés du textile qui étaient à l'époque dans le groupe Mullier, énorme à l'époque, qui aujourd'hui ou qui se sont retrouvés au chômage et n'ont jamais retrouvé d'emploi? Le nombre? Oui. Non, on ne sait pas dire. On sait que en 1906, c'était 1 million qui était concerné par l'industrie textile. Maintenant, à l'heure de 2010, c'est 104 000. Salariés qui restent. Dans le Nord, il y en a vraiment maintenant très très peu. La plus grosse industrie, c'était la lainière de Roubaix, qui avait 8000 salariés, qui n'en a plus aucun. Et pourquoi? Parce que deuxième stratégie, soit effectivement on change d'activité, et là on change de cap complètement. Deuxième possibilité, on devient financier. C'est-à-dire qu'on oublie cette idée de paternalisme qu'on a connue finalement jusqu'aux années 70 et on devient financier. Donc on se sert de ces traditions séculaires en termes de fabrication et de métier d'art, clairement on peut le dire, et on devient finalement, on va délocaliser la fabrication et on ne devient que vendeur, peut-être issu d'une tradition séculaire, mais on ne devient que vendeur de produits. Donc les métiers changent. Et donc toutes ces personnes, dans tous les cas, les machines sont revendues, partent, et puis les salariés quittent leur emploi. Et le troisième cas? Et le troisième cas, on va se servir, on va faire appel à l'État, puis on va essayer de réindustrialiser. On a par exemple l'usine de Roubaix, qui était une ancienne industrie textile sur le site de Roubaix, qui est devenue maintenant un centre commercial. Ou alors... Auchan, au hasard? Non, l'usine. Ça s'appelle l'usine. C'est le magasin de... Avant, le prêt-à-porter, c'est d'autres métiers, mais pour autant, on a quand même essayé de réinsérer. On est passé de la fabrication à la vente. Il y a un quatrième cas, complètement positif, c'est le cas où vous montez en gamme. C'est le cas où on s'en sort. Je veux dire, aujourd'hui, en France, vous avez à nouveau des entreprises qui refont du textile, mais qui refont du textile haut de gamme, qui refont du textile intelligent. Ça limite le nombre de salariés. Vous avez, je sais pas, des entreprises avec, par exemple, vous avez tous les nouveaux tissus dont on va avoir besoin pour la médecine, pour aider les gens qui ont des problèmes d'articulation, etc. Des tissus qui réagissent à la température du corps. Voilà. Donc, c'est aussi cette possibilité-là, parce que quand même, quelque part,
c'est qu'à un moment, il y a une adaptation, il y a une mutation qui a été ratée. Qui n'a pas été vue. Parce que après, on peut toujours déplorer la mondialisation, la concurrence, la Commission européenne, les Chinois qui ont déboulé avec tous leurs produits, l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Mais l'environnement, il est comme ça. Je veux dire, à moins de vouloir faire la révolution et de tout changer, il faut s'y adapter. Donc, il n'y a pas le choix. Quand Mme Bechtel dit on va faire une loi pour obliger les entreprises à chercher un repreneur lorsque le site est rentable, vous dites ça sert à rien? C'est pas ce que je dis. Non, vous dites que ça sert. C'est votre loi. La loi Florange. Non, mais la loi Florange, c'est la loi Florange. Elle intervient dans un cas de figure et un seul. Et lorsqu'il y a une loi sérieuse de Non, mais dans un cas, une catégorie de cas, si vous voulez. Pas une usine, bien sûr. Mais c'est lorsqu'il y a une offre sérieuse, il faut que devant le tribunal de commerce, les dirigeants d'entreprise justifient qu'ils n'acceptent pas cette offre sérieuse. Parce qu'il y a aussi le cas où on s'arrête, on met la clé sous la porte, mais on ne veut pas que le concurrent vienne reprendre votre activité. C'est ce cas de figure-là, et celui-là seul qui est visé par cette loi relativement modeste. Mais je voudrais dire quelque chose, rebondir sur ce que vous disiez. Vous venez de dire que votre loi est relativement modeste, c'est quand même un aveu assez étonnant. Mais non, elle est sur parce le que la créneau loi Florange, modeste. pardonnez-moi, c'était une des promesses principales du candidat Hollande. Et derrière, on a passé des mois à dire que c'était très important. On a fait une loi. Donc elle est devenue modeste. On a fait une loi qui avait une portée qui était supérieure à cela, mais le Conseil constitutionnel nous l'a un petit peu vidé, il faut bien dire. Mais ce que je voulais surtout dire, et en tant que chevènementiste, j'ai de l'industrie dans ce pays une vision volontariste, ça ne vous étonnera pas, monsieur a tout à fait raison de dire qu'à un certain moment, on a complètement raté la mutation industrielle de la France, qui est nécessaire. On ne peut pas continuer à faire les mêmes industries d'autrefois. Mais on l'a raté. Pourquoi? Parce que sous la pression de tout ce que la classe économique et politique disait, et notamment les journalistes économiques, et notamment les écoles de commerce, on nous a répété en boucle qu'un pays moderne, c'était un pays sans usine, qu'on allait faire de la technologie de l'information, qu'on allait investir dans la recherche, et que l'usine, finalement, c'était sale, il n'en fallait pas. Et soudain, qu'est-ce qui s'est produit pendant la dernière campagne présidentielle? Absolument tous les candidats, sans en accepter un seul, ont dit il faut renouer avec la tradition industrielle, certes d'une forme différente, mais entre-temps, on avait perdu beaucoup de temps à cause, encore une fois, de la prise de pouvoir de toute cette élite économique, politique aussi, qui a répété en boucle que l'industrie, c'était complètement fini. Et aussi parce qu'il n'y a pas en France, malheureusement, une tradition de financement. Nous avons le capitalisme familial du Nord. J'ai dans ma circonscription une excellente entreprise qui investit dans la recherche et qui n'attend pas de retour de l'actionnaire. C'est de l'agroalimentaire. Elle est tout à fait excellente. Mais la plupart du temps, nous avons en France un énorme problème de financement. Je vous rappelle que si l'Allemagne finance des ETI, obtient des ETI, ça a commencé dans le dernier tiers du 19e siècle. À cette époque-là, que faisaient les banques françaises? Elles allaient acheter des actions à l'étranger. On avait déjà l'emprunt russe. Le Crédit Lyonnais faisait la même politique qu'il a faite un siècle plus tard. Bon, ça vient de très loin. Simplement pour que je comprenne bien tout, ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire. Pour vous former les PME à l'allemande, si vous voulez. Nous sommes extrêmement en retard et ça n'a été vu par, je dirais, aucune de nos élites réellement. Je suis assez frappé. Je vais vous redonner la parole et puis je vais me tourner également vers l'ancienne présidente du tribunal de commerce qui a aussi été banquière, je le disais tout à l'heure, pendant 20 ans. Comme vous avez mis un caillou dans le jardin des banques, je voudrais qu'elle réponde à ça. Ce qui me frappe, c'est l'âge des usines ou des ateliers. Vous avez vu l'usine des Camps, là? Justement, franchement, on va y retourner. Regardez, rappelez-vous, c'était dans le documentaire tout à l'heure, le regard de l'administratif judiciaire et de la mandataire sociale lorsqu'elle visite pour la première fois l'usine de Régny. Ça me paraît très vide, l'usine. Ah ben là, c'est peut-être un petit peu vide parce que... avec avec la situation que l'on vit actuellement, les difficultés sont... On manque un peu de plan de charge pour lui. Quand c'est à plein, c'est l'approvisionnement. C'est typiquement les sites qu'on avait à la fin des années 70 et qu'on vendait en Europe de l'Est. On démontait les machines, on les vendait en Europe de l'Est. C'est pour ça que rentabilité à terme de site, point d'interrogation. Le temps qu'elle peut durer, il faut essayer de la faire durer. Cette phrase, elle est terrible, moi, je trouve, Perretray. Le temps que ça peut durer, on va essayer de faire durer. Finalement, on ne fait pas de l'économie, on fait du social. Et c'est bien de faire du social, hein, mais on ne fait pas de l'économie. C'est tout à fait exact. Et ce n'est pas ce que prévoit la loi. N'oubliez pas que la loi de sauvegarde des entreprises en difficulté impartit 3 objectifs. La poursuite de l'activité, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Bon,
Non mais pardonnez-moi, ce que on est dans un pays dont les réalités s'effondrent. Donc, ce qu'on voit là, c'est pas ça. Le plus longtemps possible en attendant la décision. Et c'est l'éternel problème que l'on se pose. Alors, qu'est-ce que vous mettez en priorité? Sachant que vous ne pouvez pas voir le beurre et l'argent du beurre, hein, voilà. d'accord. Le Ça veut dire problème, c'est que cette loi est en train d'impartir au juge une mission impossible. Quand une entreprise est saine et qu'elle connaît déjà des difficultés alors qu'elle n'est pas encore en état de cessation de paiement comme Descamps, il faut bien qu'elle choisisse entre se restructurer si son contexte économique a changé, et malheureusement la restructuration entraîne assez souvent des licenciements, et la poursuite de son activité, c'est-à-dire le fait de demeurer en vie. Et on voudrait que lorsque l'entreprise est déjà en état de cessation des paiements, elle soit capable de faire ce qu'elle ne peut pas faire quand elle est en bonne santé. Vous dites que vous êtes pris dans ce que les Américains appellent un catch-21, l'ouroboros grec, c'est le serpent qui se mord la queue. On n'y arrive pas. Avec juste une obligation qui est celle de trouver le meilleur melting pot entre trois objectifs qui sont souvent contradictoires, pour tâcher de faire en sorte que cette poursuite d'activité, sans laquelle il n'y aura pas un maintien d'emploi, parce que si l'entreprise s'arrête, c'est le licenciement, soit compatible avec le maintien d'un maximum d'emplois possible. Oui. Et ces derniers temps, à partir du moment où la pression des salariés et la situation au regard du chômage est telle que cela a incité les juges à prioriser cet maintien des emplois, il a pu y avoir un déplacement vers la solution maintien d'emploi par rapport à la poursuite d'activité. Mais quand je disais tout à l'heure, on fait là aujourd'hui prioritairement du social, et en partie, je comprends qu'un député sur le terrain, un sénateur, je comprends qu'un ministre, je comprends qu'un gouvernement se battent pour maintenir des emplois dans un moment où le chômage est tel. Mais ça veut dire qu'on maintient sur pied, sur le constat, c'est important, c'est-à-dire qu'on maintient sur pied, en vérité, des usines ou des ateliers ou des entreprises qui sont moribondes. Bien sûr. Et il y a pire que cela. Vous validez cette idée-là? Il y a pire que cela. Je valide cette idée-là, mais il y a un code qu'on oublie. On a parlé du code de commerce, on oublie le code du travail. Le code du travail prévoit quand même que les représentants du personnel ont des moyens et ont ce qu'on appelle par exemple un droit d'alerte économique. Donc pendant toute la vie de l'entreprise, et là quand elle fonctionne finalement, alors vous me dites qu'il y a énormément de petites entreprises, mais dès lors qu'il y en a plus de 50, si on formait les représentants du personnel à avoir connaissance des chiffres de l'entreprise, à les comprendre, on aurait au moins le regard des représentants des salariés qui sont parfois très intéressants, qui ne sont pas du tout, qui correspondent pas au regard du dirigeant de l'entreprise. Il a l'œil effectivement humain, la connaissance du métier, etc., etc. Donc le droit d'alerte économique de l'entreprise par les élus du personnel est essentiel. Pour cela, il faut les former, les représentants du personnel, à bien les comprendre. Et deuxième chose, on parle actuellement de la réforme des seuils sociaux. On est plutôt là à augmenter les seuils que les diminuer. Finalement, on n'est pas là encore une fois. On n'est pas là de sauver les petites entreprises encore une fois. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Les seuils sociaux, il faudrait les baisser. Ça serait dans la logique les travailler autrement. Du dialogue social. On a voté une grande loi ANI, que pour ma part j'ai voté. Je trouve une excellente loi. C'est une loi qui instaure le dialogue social pour faire que les représentants des salariés et du patronat se parlent davantage dans l'entreprise. Ce qui inclut naturellement une meilleure information en amont, au stade du comité d'entreprise où siègent les salariés, ou bien des délégués du personnel, dans les délégués syndicaux. Le sujet, moi j'ai déposé un amendement qui n'a pas été voté, je n'ai pas été la seule, pour abaisser le seuil où commençait le dialogue social, c'est-à-dire où les salariés... Parce que c'est ce que disent les chefs d'entreprise. Plus de contraintes. Écoutez, l'information, c'est une mauvaise compréhension. L'information n'est jamais une contrainte, monsieur, dans une société comme la nôtre. C'est une richesse, au contraire. Cette façon typiquement française d'aborder les problèmes par le mauvais bout, c'est-à-dire, en gros, si vous voulez, c'est fascinant. Non, cette question, pas du tout. Mais ça existe en Allemagne. Cette question des seuils sociaux. C'est allemand. Si déjà on s'attaquait à tous les problèmes posés par cette question des seuils sociaux, sans toucher à la question de la représentativité des salariés, qui apparemment est une espèce de chiffon rouge, et comme sur tous les autres sujets, on ne fait qu'agiter des chiffons rouges, et on n'arrive pas à avancer, mais déjà, on avancerait considérablement. Même les syndicats de salariés sont d'accord pour dire qu'au-delà de ces affaires de représentativité des salariés, les seuils imposent des obligations délirantes aux entreprises. Mettons-nous d'accord là-dessus, et déjà, on aura beaucoup avancé sans toucher à cette question des seuils. Oui, mais je parlais seulement du dialogue social.
Et pas de tout ce que déclenchent les seuils nécessairement, et parfois en effet un peu mécaniquement. Allez-y, Préfet. Je voudrais rajouter, vous avez parlé du droit d'alerte des salariés, mais il y a un devoir d'alerte prévu par la loi qui incombe au commissaire aux comptes. Oui. La mission de l'Assemblée nationale envisage même de l'étendre éventuellement aux experts comptables. Tout simplement parce que les très petites entreprises, qui sont la plupart du temps les clients des tribunaux de commerce, n'ont pas de commissaire aux comptes. Et pourtant, qu'observe-t-on? On observe que ce l'est assez peu appliqué. Tout simplement, pourquoi? C'est toujours la même chose. Les chefs d'entreprise ne souhaitent pas voir sanctionner ce qui, à leurs yeux, est un échec et préfèrent il y a de la fierté, finalement, en partie là-dedans. Jusqu'au bout. Et donc, l'ensemble de ces éléments-là... Aussi, on a un problème de transparence financière également. Un mot de l'option de la SCOP, c'est-à-dire la reprise d'une entreprise par ses salariés. Ça a été tenté chez le Jabi, ou plus exactement par d'anciennes le Jabi. Et puis ça a visiblement échoué. Ça marche ailleurs. Ça marche, mais c'est-à-dire que tout dépend qui organise la SCOP. C'est extrêmement difficile de se retrouver quelque part un peu chef d'entreprise, et en plus chef d'entreprise collectif, parce qu'il faut quand même quasiment un petit peu l'avis des uns et des autres. C'est pas forcément la même gestion classique. Donc c'est une bonne idée en soi. Je ne pense pas qu'elle fonctionne dans les grosses structures, dans les grosses entreprises, mais dans les petites. Regardez l'exemple de Sifrance. C'est le principe même d'un débat. Oui, moi aussi, j'ai un contre-exemple. Qui a donné sous forme de SCOP à la naissance de MyFerryLink, adossé bien sûr au groupe Eurotunnel, qui marche bien si l'autorité de concurrence britannique veut bien ne pas contredire l'autorité de concurrence française et permettre à ses 400 salariés, c'est quand même pas une petite entreprise, de poursuivre la success story qui est la leur depuis 2 ans et demi. Je peux ajouter quelque chose. Bons exemples, c'est difficile. Ce n'est pas forcément la SCOP. J'ai encore dans la circonscription une SAS qui a été faite par les salariés, Société par Action Simplifiée, qui a repris la suite d'une famille qui n'entendait pas poursuivre l'activité pour des raisons d'héritage. Il y avait eu la mort du fondateur. Ils ont repris l'activité. Mais il y avait un outil de travail. Il y avait un outil de travail. À peine. Au prix quand même de quelques décisions un peu difficiles à prendre. L'un d'entre eux était capable de prendre la tête de cela. Et la SAS fonctionne bien. Nous surveillons quand même si elle a besoin de quelque aide, mais elle fonctionne bien. C'est très encourageant. Pour finir d'un chiffre, mais je voudrais qu'on ait quand même une pensée pour les gens qui, pendant ces 30 années, ont perdu leur emploi. On parle de 2 millions de personnes. Proportion de ceux qui ont retrouvé un emploi dans les très peu qualifiés, absolument industriels, qui étaient dans ces secteurs-là, qui étaient donc qualifiés dans un domaine tellement précis que finalement c'était difficile. Comment ceux-là ont-ils pu rebondir ? Comment peut-on imaginer qu'ils rebondissent? Parce que si on ferme des usines en estimant qu'elles ne sont pas rentables, que finalement il n'y a plus de marché et que c'est terminé, très bien, ça c'est un réalisme économique, mais qu'est-ce qu'on fait pour les emplois? Encore une fois, partout ailleurs, vous avez des usines qui ferment, c'est la vie quotidienne du business. Et là, effectivement, nos amis du gouvernement, de l'Assemblée nationale et tous les élus locaux sont toujours très prompts à se préoccuper, j'allais dire, des cas sociaux, entre guillemets, mais qui s'interrogent un petit peu sur les conditions qui feraient que, en amont, il n'y aurait pas besoin, de faire ça. C'est-à-dire, demandez-vous pourquoi les entreprises françaises croissent beaucoup moins vite que les entreprises étrangères. Est-ce que c'est bien raisonnable qu'il y ait 400 000 normes dans ce pays et qu'il y ait 85 codes, que le code du travail, qui faisait 670 articles en 1973, en fasse presque 4000 aujourd'hui? Voilà. C'est-à-dire, demandez-vous pourquoi les entreprises ne peuvent pas se développer dans ce pays, plutôt que de se demander, pour celles qui vont mal, effectivement, comment on peut le faire, parce qu'il est trop tard. On s'est posé ces questions, en tout cas ce soir. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous sur les réseaux sociaux. Vous savez que vous pouvez continuer à poster vos commentaires sur la boîte mail de l'émission qui s'inscrit en ce moment au bas de votre écran. La semaine prochaine, DocuDébat Santé avec Claire Barsac. On se penchera sur le retour des maladies disparues, en tout cas qui avaient disparu en France. À très vite sur Public Sénat. Merci encore. Merci.